Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver dans l'actualité de ce samedi 13 novembre. Plus de 1000 personnes ont participé aujourd'hui à la cérémonie symbolique du Tahei Auti Yamo'orea sur la plage de Tem'e. Les opposants au projet immobilier de grande envergure sur l'île Sœur ont ainsi voulu démontrer leur unité. Le message est clair, Mo'orea doit être préservé. 3 mois de grève pour rien à cause d'un vice de forme, mais pour la vingtaine d'agents municipaux de Tayarapu Est, aux revenus et au temps de travail très modestes, le combat continue. Ce matin, ils ont été soutenus par près d'une centaine de personnes venues participer à leur marche de protestation. Après 2 années d'absence liées au Covid-19, le festival Ono'u revient pour la 7e édition. Il y aura 2 temps forts jusqu'au mois de décembre. Ça débute lundi. Nous en parlerons plus en détail avec notre invitée Sarar Opigna, la fondatrice et organisatrice du festival Ono'u. Dans le froid et sous la pluie de Trélissac, l'AS Vénus a dû s'incliner dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France de football. Le club de Marina a été éliminé, mais avec les honneurs, le résumé du match dans ce journal. En boxe anglaise, un combat professionnel entre Hokini Cummings et Brian Guedes a fait vibrer la salle Louis Babouaitam hier soir. Le Français a surclassé le Tahitien, mais une revanche est d'ores et déjà programmée. On vous dira tout dans notre volet sportif. Et pour finir, nous vous proposerons une petite visite du jardin bio de Jean-Baptiste et Diane Tavanhe à Papeari pour les 10 ans de l'association Biofetia. Ils font la promotion de leur méthode. Certains particuliers peuvent même prendre conseil. Vous allez le voir à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. C'était l'événement populaire de ce samedi à Mo'orea sur la plage de Tem'e. Plus de 1000 personnes ont pris part à la cérémonie symbolique du Tahei Auti Yamo'orea, un rassemblement organisé par le collectif des associations sportives, culturelles et environnementales et l'église protestante Maui. Chaque participant a pu lier sa tresse de Auti pour montrer symboliquement son opposition au projet immobilier de grande envergure à Mo'orea. Mélissa Chong et Jacques Damour étaient sur place. Ce n'est pas l'arrivée d'une course de Va'a, mais un rassemblement pacifique pour dire non au projet immobilier d'envergure sur l'île Sœur. Plus de 1000 personnes ont fait le déplacement pour le Tahei Auti Yamo'orea, un rassemblement nécessaire selon les habitants qui veulent notamment préserver cette plage publique de toute construction d'hôtels. Depuis mon enfance, je venais me baigner là. Et après, toute ma famille, ils sont pour garder cette plage. Ça va donner des emplois aux Polynésiens, enfin surtout ici sur Mo'orea, mais est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça va avancer quelque chose? Ils vont construire plein de choses ici sur Mo'orea et après ça va fermer. Le promoteur il va partir et après ça va rester comme ça, les hôtels vont rester comme ça et ça va devenir une île avec beaucoup d'hôtels. Déjà il y a le Beachcomber qui est fermé, le Club Med qui est fermé aussi et ça reste des terrains inhabitables, il n'y a personne qui peut aller dessus. Chants et orero, les sympathisants ont donné de la voix pour défendre l'authenticité de Mo'orea. Actuellement, 9 grands projets immobiliers sont prévus sur l'île. Lotissements, hôtels ou encore villas de luxe. Les habitants n'en veulent pas. Pour eux, ces constructions vont dénaturer le paysage. Nous, perso, détruire un lagon, détruire nos îles, couper des montagnes, c'est pas... Tous les jours, on y pense et c'est frustrant, quoi. L'événement organisé par le collectif Kassem et l'église protestante Maui avait pour fil rouge le tressage d'une liane en Auti, symbole d'une solidarité collective. L'église, la première ligne de sa constitution est le sentinelle vigilant pour veiller à ce que la terre, la culture, la langue du peuple maori ne soient pas souillées. Montrer notre attachement à la terre et montrer comment on peut s'unir pour la défendre aussi, tout ce qu'elle nous offre. Et il faut à un moment donné aussi lui rendre ce qu'elle nous donne, c'est-à-dire la défendre contre tous ces investisseurs, la défendre contre, hélas, nos politiques aussi, qui viennent avec leurs projets destructeurs et sans aucune concertation avec la population. Le groupe Van qui porte le projet d'hôtel à Tem'e est désormais officiellement propriétaire du terrain, affaire à suivre.
Après 3 longs mois de grève, la vingtaine d'agents communaux de Tayarapu-Est a repris le chemin du travail, pas parce qu'un accord a été trouvé, mais plutôt parce que le mouvement social a fait l'objet d'un vice de forme. Même si les grévistes se sont remis à leur poste, ils ont quand même voulu organiser une marche ce matin à Taravao, une marche qui a rassemblé une centaine de manifestants venus témoigner de leur solidarité. Le combat continue car le fond du problème est loin d'être réglé. Suliane Favnek et Hubert Liao ont pu le constater. Plus de considération, c'était l'un des leitmotifs de cette marche à Taravao. Une marche citoyenne, mais aussi et surtout de solidarité envers les agents communaux de Tayarapu-Est. On ne peut pas rester insensible à ce que demandent ces personnes. Aujourd'hui, c'est inacceptable pour des personnes de vivre avec un salaire aussi bas. Et ce qui est important de noter, c'est qu'ils demandent à travailler plus, pas seulement à gagner plus. Donc, on est là pour apporter notre soutien à cette population. Cantinières, surveillants, agents d'entretien, depuis 3 mois, ils étaient une vingtaine à faire grève car certains d'entre eux ne travaillent que 40 heures par mois pour un salaire de 35 000 francs, insuffisant pour vivre. Ça fait 10 ans que je suis là, il y en a qui sont encore, qui ont plus d'années que moi et qui gagnent vraiment pas le SMIC. On n'a pas le SMIC du tout et ça fait 10 ans qu'on est là. Et il y en a qui veulent partir à la retraite mais ça ne peut pas se faire parce que voilà. Et c'est pour ça qu'on est là. Peut-être que la grève est levée, mais le combat, il est encore là. Le mouvement initié par la COSAC a en effet dû être levé. La Confédération des syndicats des agents communaux a omis de renouveler ses instances. La grève a donc été jugée illégale pour vice de forme. Il y a quand même la menace d'un abandon de poste et d'un licenciement pour abandon de poste. Donc on n'a pas voulu faire peser ça sur les grévistes. Donc on a préféré, suite aux notifications pour abandon de poste, reprendre notre travail. Mais cette question-là va être sans doute jugée au tribunal et on verra la suite que ce sera donné. La marche a duré une demi-heure et s'est terminée devant la mairie de Taravao, avec cet espoir pour tous d'être entendus et de pouvoir revenir bientôt à la table des négociations. À Papara, émotion et recueillement aujourd'hui pour l'enterrement du jeune Raitevai Torohi à 22 ans, décédé samedi dernier dans un accident de la route. Plusieurs centaines de personnes lui ont rendu un dernier hommage. Artiste, musicien et compositeur, le jeune homme était un grand passionné de moto. Il était surveillant au collège de Papara et guide sanitaire. Il allait devenir papa pour la première fois. La COP26 s'est achevée ce week-end à Glasgow, en Écosse, et un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète a été signé par quelques 200 pays participants. Mais l'image forte de cet événement restera le discours du ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, les pieds dans l'eau pour sensibiliser la communauté internationale. Pour mieux comprendre l'urgence de la situation à Tuvalu, nous vous proposons ce reportage de nos confrères de Nouvelle-Calédonie la Première. Tuvalu en manque d'eau douce, une mission humanitaire doit partir y installer un désalinisateur. Karine Arroyo et Gaël Decheverry. En 2021, cet archipel vu du ciel semble être un paradis sur terre. Lagon turquoise, motus verdoyants. Mais la montée des eaux est une réalité. 5 mm de plus par an. L'un des plus petits pays du monde, Tuvalu, qui se situe à 1000 km au nord de Fidji, sombre inéluctablement et souffre d'une grave pénurie d'eau douce depuis plusieurs mois. Lorsque Marc Mosselin va faire sa première reconnaissance, il prend conscience de la gravité de la situation. Ils n'ont pas de nappe phréatique, ou la pseudo-nappe qu'ils ont, elle est contaminée par les matières fécales. Et donc le seul moyen pour eux d'avoir de l'eau potable, c'est l'eau de pluie ou de dessaler l'eau de mer. Cette eau de mer qui empêche aussi toute culture dont les racines baignent dans l'eau salée. Résultat, 100% de ce que les Tuvaluans consomment est importé par Fidji. En 2015, une énorme épidémie de gastro-entérite tue des centaines d'enfants. La Calédonienne des eaux, qui travaille dans tout le Pacifique anglophone, décide alors d'alerter les instances internationales. Leur seule ressource en eau, c'est leur désalinisateur qui est tombé en panne en début d'année. Et depuis, donc, ils n'ont plus aucun moyen de transformer l'eau de mer en eau douce. Et donc, ils subviennent à leurs besoins uniquement grâce à la météo et à la pluie, on va dire, qui tombe du ciel.
Mais cela n'est pas sans conséquence sur leurs besoins essentiels en eau potable. Ils ont des mesures de restriction depuis de nombreux mois, puisqu'ils ont 15 litres. Ils ont droit à 15 litres par jour et par habitant. En fait, ils appellent ça une barquette. C'est un espèce de seau de 30 litres. Et c'est pour toute la famille. Et ils ont droit à un seau, un bidon par jour. 2 ingénieurs de la Calédonienne des Eaux s'envolent le 16 novembre prochain. Objectif, mettre en route le désalinisateur français qui produira 200 000 litres d'eau douce par jour grâce à des panneaux solaires. À la veille de la fermeture de la commission des parties, la COP26, espérons que la vidéo du discours du ministre Tuvaluan des Affaires étrangères, de l'eau salée jusqu'aux genoux, émeuve la communauté internationale. Retour à Tahiti, le festival d'art urbain contemporain Ono'u débute lundi. Il s'agira de la 7e édition et la fresque inaugurale de cette année est celle de la résidence des Hauts du Tira à la Mission, un crabe de cocotier posé sur un tissu de tapa fidjien. Vous pouvez apprécier les images. Une autre fresque gigantesque sera réalisée à Punaauia sur les hauteurs de Veitavere. 600 mètres carrés habillés exclusivement par la peinture d'artistes locaux. Mais ce n'est pas tout. Pour en parler, nous recevons la fondatrice et organisatrice du festival Ono'u, Sarah Raupigna. Bonsoir. Bonsoir Marouki, bonsoir à tous. Alors Sarah, pour cette 7e édition, 2 temps forts. Le premier du côté de Punaauia, à Veitavere, jusqu'à la fin du mois de novembre. Le second dans la ville de Papeete au début du mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Alors, il est prévu que tout d'abord, je suis très heureuse de vous retrouver après 2 années, comme tu le disais, d'une crise Covid qui, pour le moins, a perturbé nos vies et nos calendriers, puisqu'il y a eu des annulations, des reports, et c'était très compliqué de déjà pouvoir la maintenir. Et c'était surtout un bonheur de retrouver le chemin des Hauts du Tira, où en fait, qui accueillait le festival Ono'u pour sa 6e édition avec l'OPH et le ministère du Logement. Et c'était une façon de leur dire qu'on ne les oublie pas et que j'espère qu'on pourra continuer ces actions également artistiques dans les quartiers. Et cette année, c'est aussi un bonheur de pouvoir s'étendre sur la commune de Punaauia qui devient partenaire du festival et d'avoir un format 100% local avec des artistes comme Ravage que l'on a vu à l'image, mais également Rival et Pierre Motahi qui rejoint l'organisation, qui sont des talents qui pourront s'exprimer pendant ces 10 jours à venir sur un challenge quand même de réaliser le gunitage de Veitavere. Crois-moi, c'est assez compliqué. 600 mètres carrés, hein, c'est une fresque XXL. À la louche. C'est énorme. Mais 6 artistes qui vont travailler pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, oui, sur une dizaine de jours. Bon, après les tunnels de Papeete, c'est un autre challenge que l'on réalise grâce à la commune de Punaauia, que je remercie encore. Et ce sera aussi l'occasion de pouvoir révéler des techniques et des thèmes qui seront différents, mais que j'invite la population à découvrir surtout en temps réel, parce que c'est toujours meilleur de pouvoir venir à la rencontre des artistes, de pouvoir échanger avec eux et communiquer. Et surtout également le temps fort de la 2e partie du festival sur les sculptures, qui est, comme tu l'as annoncé, la grande nouveauté. Du 3 au 7 décembre à Papeete, alors ? Tout à fait. Ça me tenait à cœur de pouvoir continuer à être créatif avec Ono'u et innovant. Et cette année, on peut le rendre possible, notamment grâce au groupe OPT, que je remercie, ainsi que la ville de Papeete, qui nous font confiance dans cette volonté de pouvoir, au-delà des fresques murales, créer un parcours de sculptures urbaines. C'est un projet qui, là aussi, est 100% local, autant de sa réalisation, sa conception 3D sur le territoire qu'à sa réalisation, par des artistes que j'ai vraiment à cœur de pouvoir mettre en lumière cette année, parce qu'autant humainement qu'artistiquement, ils sont exceptionnels. Il s'agit des artistes Richard Barry, Sarah Vio et Teveite, qui s'exprimeront sur les premiers chœurs de Tahiti, qui seront les chœurs Feti'i, Natura et Moana. Qui sont donc trois réalisations, 3 œuvres que l'on pourra admirer vraiment au naturel dans la capitale. Exactement. Plus spécifiquement dans le parc Paofei et la Maison de la Culture. Je remercie le service des parcs et jardins d'ailleurs et le directeur de la Maison de la Culture pour leur confiance. Ce seront les lieux qui accueilleront effectivement ces premières sculptures de chœur. Et leur particularité, qu'on a pu mettre en œuvre d'ailleurs avec le groupe OPT, c'est qu'elles seront pas uniquement des attractivités visuelles. Que l'on pourra juste voir
voir. Voilà, ça va au-delà de ça, c'est de créer une immersion complète. On a pour objectif de pouvoir les doter de QR codes qui permettront d'avoir accès à des compositions musicales originales, ainsi qu'à des podcasts en français, en tahitien et en anglais qui permettront de valoriser soit les légendes ou les thématiques qui sont mises en valeur par ces artistes locaux sur leur sculpture, et également de proposer une application de réalité augmentée pour plusieurs ou au moins l'une d'entre elles, qui soit aussi quelque chose de ludique et de pédagogique pour que ce soit vraiment un projet artistique plus complet et immersif. Alors là, ce sont exclusivement des artistes locaux que vous avez retenus pour cette 7e édition. Avant de se quitter, peut-être, qu'est-ce que vous pensez du street art polynésien ces dernières années? On sent qu'il a évolué. Oui, absolument. Je trouve qu'il y a de plus en plus de projets magnifiques qui se mettent en place. Il y a de plus en plus d'artistes qui se professionnalisent. Certains qui ont aussi la chance de partir. Des collaborations à l'image de celles que l'on vient de faire avec Alouf et Ravage qui permettent aussi d'ouvrir ses horizons, d'apprendre de nouvelles techniques et d'avoir aussi un enrichissement humain et culturel qui se met en place. Et naturellement, toujours avec Ono'u, j'encouragerai au maximum ce genre de collaboration et ce type de projet. Et autant sur les murs que les sculptures à venir, parce qu'on travaille au-delà des cœurs de Tahiti, qui effectivement est ce projet 100% Made in Tahiti que je tenais absolument à pouvoir lancer cette année. On prépare également de belles surprises pour la 8e édition qui devrait arriver dans le courant du premier semestre, avec des sculptures de beaucoup plus grand format, avec des techniques aussi très différentes qui allient de la 3D, du recyclage plastique, de la pierre ou du bois. Faut toujours continuer, je pense, à s'enrichir en apprenant de l'étranger, tout en valorisant notre patrimoine naturel et culturel. En tout cas, c'est la mission que je porte avec Ono'u. On ressent vraiment aussi, les pouvoirs publics vous sollicitent beaucoup, les communes. On sent que le street art participe à l'embellissement aussi d'une commune. Oui, je pense que c'est l'embellissement et aussi au bien-être de la population. Et à l'image de ce qui se passe sur les hauts du tirage, je trouve qu'ils sont toujours très fiers. Alors en plus, quand il y a des artistes locaux qui interviennent, on sent que ils sont toujours très curieux. Déjà, souvent, ils se connaissent. Il y a un contact qui est parfois plus facile qu'avec des artistes internationaux. Mais c'est sûr que les communes accueillent de beaux projets parce que je pense que ça plaît avant tout à la population. Et je sais que certains pensent que l'art, c'est parfois anecdotique ou que c'est secondaire. Moi, je fais partie des personnes qui considèrent que c'est aussi de la nourriture pour l'esprit et qu'il faut essayer d'en prendre autant soin que pour son corps. Et en tout cas, je remercie effectivement autant la direction de l'équipement pour les tunnels de Tahiti que les communes comme la ville de Papeete ou de Punavia qui nous font confiance et qui permettent que ces beaux projets d'embellissement et d'art urbain puissent continuer avec des artistes locaux et également internationaux. En tout cas, à retenir, Sarah, entre le 19 et le 25 novembre du côté de Vaitavere, plutôt dans la vingtaine de novembre, on pourra commencer à admirer un petit peu le travail de la fresque XXL. Il y aura déjà de belles évolutions une petite ébauche en tout cas. Tout à fait. Et entre le 3 et le 7 décembre pour les statues, donc dans les jardins de Paofei et dans les sculptures de cœur dans les jardins de Paofei et donc dans les jardins de la Maison de la Culture. Tout à fait. Merci beaucoup Sarah Opinion. On espère retrouver les productions vidéo aussi de cette 7e édition par la suite toujours, sur notre chaîne. On travaille sur un contenu aussi qui soit un peu plus riche pour relancer la mécanique et la machine Ono'u. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On parle sport désormais. Le miracle n'a pas eu lieu à Trélissac dans le cadre de la Coupe de France de football. Malheureusement, l'AS Vénus s'est incliné 2-0 contre le club de National 2 de Trélissac, qui les recevait donc pour ce 7e tour. Les conditions de jeu étaient difficiles à cause notamment de la pluie et du froid, mais nos Tahitiens ont fait preuve de combativité. Le résumé de Nicolas Bouige. Les hommes de Trélissac en blanc ont donné le ton d'entrée. Ils étaient chez eux. Samuel Garcia a eu raison de se méfier. 36e minute, coup franc pour Trélissac. But superbe signé Thibaut Hamel. Son tir surprend tout le monde. 1-0. Réplique de l'AS Vénus avec cette frappe de Mabiala. Mais ça passe au-dessus. 1-0 pour Trélissac à la pause. À la reprise, Aboubacar Touré profite d'une petite erreur de TAV, le portier polynésien. 2-0 pour Trélissac. Les choses se compliquent. Surtout que l'attaque de Vénus ne trouve jamais la faille. De quoi se tenir la tête de dépit. En toute fin de match, Trélissac manque de peu le 3-0. Merci le poteau. L'AS Vénus quitte la Coupe de France au 7e tour. Défaite logique contre une équipe supérieure.
Retour à Tahiti, il y avait une très belle soirée de boxe anglaise hier soir du côté de Fataua, organisée par le Tamari Punaru Boxing Club. Au programme, plusieurs combats amateurs, mais surtout une affiche en professionnel. Le Tahitien Hokini Cummings a fait bonne figure face à l'Auvergnat Brian Guedes. Un combat en 6 rounds de 3 minutes où le métropolitain a sans cesse cherché à étouffer son adversaire. Une rencontre qui a ravi les spectateurs de la salle Louis Babouaitamei. Ismaël Tahiata et Jérôme Lee. Ils se sont livrés une guerre sans merci. Brian Guedes en short noir et blanc met la pression. Il ne lâche pas le Tahitien d'une semelle. Une avalanche de coups que Hokini Cummings tente de contenir. Le boxeur de Punaru guette la moindre occasion pour placer ses contres malgré la fatigue. Les rounds se poursuivent et se ressemblent. Le pressing de l'Auvergnat s'intensifie. Hokini s'accroche, il doit absolument tenir jusqu'au bout. 6e et dernier round, le Français a pris de l'avance. Le Tahitien le sait, il est temps pour lui de réagir. Plus facile à dire qu'à faire, en face, la locomotive ne recule pas. Satisfait de ma performance aujourd'hui, vu que 2 ans sans le monter sur le ring, j'ai fait un assez bon résultat. J'ai pu tenir un assez bon boxeur qui a fait 3 combats même dans la même année, du coup il est toujours frais. Donc je suis assez content de mon résultat aujourd'hui, même si j'aurais aimé gagner ce combat ce soir, mais ça ne s'est pas fait. Donc je suis vraiment désolé pour tous ceux qui sont venus me voir et je ferai mieux la prochaine fois. Victoire donc au point pour Brian Guedes, sociétaire du Boxing Club, Corpierois. On était venu là pas pour faire le spectacle, mais pour faire la guerre avant tout et sortir avec la victoire. Et c'est ce que j'ai fait. Et merci à Hokini qui était un bon guerrier. Autre combat de guerrier, Imapawai Hikutini en rouge remporte son duel face à Ryan Brodian. Une blessure à l'œil contraint l'arbitre à arrêter le combat. Toujours chez les super lourds, Tiatia Tayo en tricot blanc s'incline face à Keapu Adams. Le 11 décembre, il disputera son premier combat en professionnel. Et le combat revanche entre Cummings et Guedes est déjà programmé en 2022. Cette fois-ci, ce sera en Auvergne. Guedes boxera donc à domicile. Vous connaissez peut-être, ou vous en avez déjà entendu parler, de l'association Biofetia qui regroupe des producteurs et des consommateurs 100%, vous l'aurez compris, bio, favorables à une agriculture saine et sans pesticides. Eh bien, cette association fête ses 10 ans d'existence cette année. Nous nous sommes rendus à Papeari chez Jean-Baptiste et Diane Tavanet qui ont ouvert aujourd'hui les portes de leur domaine à des familles en quête de conseils. Brigitte Olivier, Jérôme Lee. Ils sont jeunes pour la plupart, en recherche d'un autre mode de vie, plus naturel, plus sain. Et ce matin, c'est auprès de Jean-Baptiste qu'ils sont venus piocher des idées et prendre des conseils. Souvent, c'est pour se lancer dans un petit potager bio au fond du jardin. Dans le cas d'Eileen, l'échange est plus professionnel. Elle a créé sa société de plats véganes et compte bien se lancer, elle aussi, dans l'agriculture bio. Aujourd'hui, on est venu se renseigner pour notre FAAPO pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à suivre avant qu'on commence la plantation de nos légumes et nos fruits. Sur 2 hectares qu'il loue, Jean-Baptiste cultive des tomates, des tarots, des concombres, des courgettes, des aubergines et des papayes. Ses grands-parents lui ont transmis l'amour de la terre et il se refuse depuis le début à utiliser des pesticides, des herbicides ou des engrais. Il est aussi un homme de son temps, ne se refusant pas de temps à autre un petit plaisir caché, mais il veut rester en bonne santé. Honnêtement, je mange un peu de McDo, hein, ça c'est sûr, mais sinon, c'est plus des produits bio que moi-même je cultive. Et c'est vrai qu'en mangeant des produits bio, de qualité, c'est déjà avoir une bonne, je dirais, tu es vraiment en forme hein, dans le travail et aussi ta santé hein, qui compte le plus. Sa certification est contrôlée tous les ans par le système participatif Biofénois. Eva, qui en est l'une des animatrices, reçoit aussi aujourd'hui une jeune femme qui a créé sa petite entreprise de fabrication de tofu traditionnel. Elle milite pour que les Polynésiens retrouvent le chemin d'une alimentation adaptée.
Moi, je dis qu'il faut revenir à notre alimentation des ancêtres. Manger tout ce qui est vivrier, donc taro, tout ça. Ils le font déjà, mais ils ont, on va dire, délaissé cette nourriture pour prendre du steak frit, tout ça. Mais il faut ramener le Polynésien à sa nourriture natale. Un point sur lequel Jean-Baptiste la rejoint sans réserve. Il est temps déjà de retourner à la source, déjà dans l'agriculture naturelle ou bio. Et c'est le moment parce que là, on rencontre vraiment des difficultés sur l'alimentation, sur l'obésité aussi. Bon, on parle souvent de l'obésité, c'est ça qui touche aussi beaucoup de gens. Et du coup, il faut que nous, les locaux, maintenant, on puisse faire du bio en Polynésie. Et ça, c'est possible, tout est possible. L'agriculteur est passionné, même si le travail est dur, mais la demande explose. Tout le monde veut du bon et du bio, même si c'est un peu plus cher, comme une prise de conscience qui commencerait. C'est déjà la fin de votre édition d'information. À retenir dans l'actualité de ce samedi soir, plus de 1000 personnes ont fait passer un message pacifique ce matin sur la plage de Tem'e. Moorea doit être préservé. Ils étaient encore plus nombreux que la dernière fois à être venus montrer leur opposition au projet immobilier de grande envergure sur l'île Sœur. À la télévision ce soir, sur Polynésie la Première, la série colombienne Bolivar, saison 2. Ce sera suivi de 2 épisodes de la série américaine Next. Merci d'avoir été avec nous ce samedi soir, 13 novembre 2021, 6 ans après les attentats de Paris et notamment l'attaque du Bataclan. N'oublions pas, en ce triste jour du 13 novembre 2015, 130 personnes ont perdu la vie. Demain, dimanche en radio, premier rendez-vous matinal à 6h30. L'information, c'est aussi sur le site internet de Polynésie la Première. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain. Bonne soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.